Bonjour à tous, bienvenue dans Revenu et Cause. Bonjour Eric, ravi de t'accueillir. Bonjour Benjamin, ravi d'être ici. Et donc comme je dis, on t'accueille aujourd'hui pour un épisode assez particulier parce que tu vas nous gratifier d'une parole assez rare, c'est-à-dire celle d'une personne qui a eu plusieurs vies professionnelles assez exceptionnelles et tu y reviendras je pense tout au long de cette discussion. Mais donc Eric, tu es le nouveau Head of Sales de Surf. Et tu incarnes un parcours assez unique qui fascine, je trouve. Tu as vécu l'hypercroissance et une vraie hypercroissance chez Parametric Technologies, entreprise américaine où tu es passé de 2,7 millions de revenus à 1 milliard de dollars en 7 ans dans les années 90. L'entrepreneuriat avec 5 entreprises créées, donc 4 vendues. Et aujourd'hui, le scale avec Surf où tu débloques quand même des plateaux de croissance. Et c'est ce qui va rendre cet épisode, à mon avis, assez précieux, puisque c'est cette triple expertise que tu vas nous raconter. L'hypercroissance de l'intérieur. Tu as créé des boîtes, tu en as revendu, notamment aux États-Unis. Et donc, tu appliques maintenant cette expérience pour transformer des organisations existantes. Et on y reviendra, mais tu as été early investisseur chez Surf et tu les aides maintenant sur la partie commerciale. Et donc, c'est une combinaison assez rarissime qui va nous donner des insights assez uniques. Et donc, au programme, en 2 secondes, les secrets de la scalabilité à grande échelle, et tu vas nous expliquer pourquoi la vente est une science, les leçons de l'entrepreneuriat du marché américain, et concrètement l'exemple de Surf sur comment débloquer un plafond de verre en SaaS. Bienvenue encore une fois Eric, je te laisse Si. te présenter. Ça fait beaucoup de fleurs que tu me lances, c'est gentil. En effet, je commence à être un vieil entrepreneur, j'ai un bout de carrière derrière moi. J'ai commencé en tant qu'ingénieur, donc ingénieur mécanicien, donc pas du tout prévu de faire de la vente dans ma carrière. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre une société qui s'appelle le PTC, ce que tu sais, Parametric Technology Corporation, qui était à la frontière de mon travail d'ingénieur et mon travail de vendeur, puisque c'était du CAD-CAM, comme on dit, de la CAO. Il y avait des très grosses sociétés, le plus gros c'était Dassault Systèmes à l'époque, qui faisait référence dans le monde. Et j'ai rejoint une petite start-up, on faisait 2,6, 2,7 millions de dollars. Et là, j'ai appris l'américain, puisque en tant qu'ingénieur, on parlait pas trop anglais. Et mon chef était un Texan, donc il y avait un accent un peu marqué. Et j'ai appris des règles de croissance où globalement, on avait un peu de vie. Une des vies, c'était d'aller voir nos clients pendant la journée, et une deuxième vie, c'était de recruter pendant la soirée ou tard dans la nuit. La raison est que le produit était extrêmement bon, mais la méthode de vente était aussi très très carrée. Et donc la seule chose qui nous empêchait de croître plus vite, c'était le nombre de commerciaux qu'on avait à bord. Donc en fait, il y avait une méthode qui était simple. Aussitôt qu'on atteignait 5 commerciaux, on mettait un chef au-dessus. Et aussitôt qu'on atteignait 5 chefs, on mettait un chef au-dessus du chef. C'était au quotidien une école dans laquelle on allait passer quelques semaines aux États-Unis. On avait un examen, on nous formait, on avait un examen, on décidait d'y aller ou de pas y aller. Et après, c'était un peu comme ce qu'on voit dans les rodéos avec un cow-boy assis sur une vache. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de tenir en selle en suivant des règles qui étaient claires. Si on faisait un trimestre en dessous du quota, on avait un warning. Et si on faisait un deuxième trimestre, on suivait pas les choses. Donc élevé plutôt à la dure. Mais par contre, plutôt que d'être seulement quelque chose de dur, carré, voire un peu méchant, c'était extrêmement structuré. C'est-à-dire qu'on nous donnait toutes les chances de pouvoir réussir si on suivait la méthode qui nous était proposée. Certains négatifs pourraient dire inculqués, mais une méthode qui était plutôt proposée. Pour tous ceux qui écoutent ce podcast, qu'on fait une prépa, surtout pour ceux qui sont justement soit ingé, soit prépa commercial, ben en fait, les prépas, maths sup, maths spé, on prend un élève correct, qui a priori a bien suivi jusqu'à sa terminale. Et après, on en fait un peu une bête de concours. Il y en a qui ont des mauvais souvenirs de leur prépa. Moi, j'ai plutôt un bon souvenir de ma prépa. Et donc, c'était vraiment une logique d'usine. C'est-à-dire que on avait un territoire, sachant qu'on augmentait le nombre de commerciaux, quasiment on le doublait entre 3 et 6 mois. Il fallait redéfinir les différents territoires. Donc, il y avait toute une règle pour comprendre quel était le potentiel. On parlait pas encore trop à l'époque, on parle quand même des années 95, on parlait pas encore trop de TAM ou tu sais, le Total Addressable Market ou choses comme ça, mais en fait, tout était déjà là. Les investisseurs qui avaient investi dans PTC avaient fait venir plutôt des professionnels dans leurs différents domaines, aussi bien pour créer le produit que pour créer les équipes de vente.
Et après, tout était fait pour avoir une très grande rapidité, une très grande agilité. À titre d'exemple, c'est peut-être un peu moins de bon goût de nos jours à cause de l'avion, mais quand on embauchait quelqu'un, fallait qu'il y ait le oui successif de 3 niveaux hiérarchiques. Et donc, quand on voyait quelqu'un du type 10 heures le soir, 11 heures le soir, pour dire bah, c'est bon, je pense que la personne va le faire. On suivait un framework, pardon, on suivait des listes extrêmement précises. Je me souviens de ma liste qui avait 80 questions. Et à la fin, on faisait une notation sur chacun des candidats pour dire il a eu bon à toutes ces questions-là. C'était pas un QCM, hein, c'était des questions plutôt parlez-moi de votre meilleure expérience de vente, parlez-moi du pire échec que vous avez eu, mais on mettait une note. Et derrière, si la personne atteignait plus de 80%, on jetait le tableur, ça reste toujours d'ailleurs ma méthode, on jetait le tableur et puis après on se disait est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec cette personne-là? Est-ce que sachant que ça va être dur mais très PTC payait très bien, c'était très commercial, et ben si on avait la double validation qui était 80%, enfin 8 sur 10 on dirait au niveau notation, et puis derrière le fait de dire bah oui, je veux vraiment travailler avec cette personne-là. On avait une sorte de numéro vert, une secrétaire qui prenait un rendez-vous pour le suivant dans la hiérarchie. Mais le suivant, il pouvait être à Tokyo, il pouvait être aux États-Unis, il pouvait être suivant l'endroit où on était, puisque on battait la mesure avec un closing. Donc on disait au candidat à la fin, bah, reste là ou restez là, je reviens vers vous. Et 10 minutes après, il avait son ticket d'avion pour aller à Tokyo le lendemain matin. Et après, éventuellement, il revenait, puis on allait l'envoyer quelque part ailleurs. Et si les 3 disaient oui, il recevait son offre et il avait globalement une journée pour décider oui, on n'y va pas. Donc c'était un peu armé, c'était un Vous êtes, peu vous êtes monté à carré. combien de personnes du coup en commercial, en taille d'équipe? En taille d'équipe, à la fin, sachant que je m'occupais de la France, la Belgique et la Suisse, je devais avoir à peu près une centaine de commerciaux. Sachant qu'en Europe, on devait en avoir à peu près 250, 300. Et dans le monde, on va en avoir à peu près 500. Ok. Donc ça croissait extrêmement vite. Donc ça, c'est vraiment une école qui m'a appris que la vente, c'était pas seulement du feeling. Tu sais, beaucoup de commerciaux te disent, je suis bon parce que j'ai une bonne relation avec le client. C'est sympa, c'est mieux que de pas insulter ses clients. C'est quand même en effet plus sympa d'avoir une bonne relation. Mais la vente, il y a quand même une logique. C'est une science inexacte. On reste humain, mais c'est une science où j'ai appris ce que j'apprends aujourd'hui encore à mes équipes. On apprend à regarder quels sont les forces en présence dans un organigramme. Un organigramme, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas celui qui a un certain niveau qui décide. Il y a aussi des forces en présence. On faisait que du grand compte, donc nécessairement il y a de la politique. Aujourd'hui, certains softs, je ne vais pas les citer, sont pas les meilleurs du monde, mais c'est ceux les plus vendus parce que politiquement parlant, c'est correct de prendre tel ou tel ERP ou tel CRM parce que on est certain de pas faire d'erreur. Certains te disent j'ai choisi tel ERP parce que c'est bon pour ma carrière. Est-ce que c'est bon pour la société? C'est un autre sujet. Donc, on apprenait justement à jauger ces différents organigrammes. On arrivait à comprendre quel était le mode de pensée des gens, avec toute une analyse. Est-ce que cette personne, elle veut réussir parce qu'elle a un mode dans sa tête, elle veut croître? Est-ce qu'au contraire, elle est plutôt en mode j'attends la retraite? Donc tout ça, c'était vraiment très formalisé avec des noms, avec des bouquins, avec des méthodologies, des gens qui venaient nous former. Je me souviens même, on avait pris la meilleure commerciale du monde qui avait réussi à vendre un deal de plusieurs dizaines de millions de dollars et on l'avait retirée des ventes pour qu'elle forme les nouveaux. En disant, vu qu'elle est excellente, elle va pouvoir être capable d'apprendre aux autres la façon dont elle vend. Donc ça, tu demandes à toutes les personnes qui ont fait PTC dans le monde, et en France, il y a encore, je dis pas une fraternité, mais au même titre, je crois que dans le monde de la photocopieuse, il y a eu Xerox qui a fait date avec sa méthode qui s'appelait Spanco, quelque chose comme ça. Chez PTC, il y avait ce qu'on appelait Strategic Selling, qui est devenu un bouquin, ou du moins qui était né d'un bouquin. Et puis derrière, il y a eu toute cette méthodologie. Ça apprend beaucoup, ça apprend les règles. Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu te dis qu'est-ce que je fais ensuite au bout de 7 ans 7 ans, on avait l'habitude de dire c'est pas 7 ans, c'est 28 trimestres, puisque chaque trimestre, tu sais, c'est un peu comme au casino, tu te remets en piste pour essayer d'aller chercher plus. Et donc après, je suis rentré dans l'entrepreneuriat en me Mais disant si, j'ai si vraiment ça te envie va, d'avoir du coup, je ne veux pas te couper mais pour pas, on va teaser un peu du coup l'audience, mais vu que tu es rentré quand même bien dans le spécifique de PTC, on va peut-être parler de ça et après on parlera de tes expériences absolument. entrepreneuriales, Je t'en prie, étape par étape. Et bien sûr. comme ça, on laisse un petit peu l'audience se dire mais qu'est-ce qu'il a fait après, etc. Il y a plein de sujets intéressants. Mais tu as dit énormément de choses sur PTC, plein de choses qui m'intéressent particulièrement et je pense qui intéressent les gens qui nous écoutent. Déjà, 2,7 millions à 1 milliard en 7 ans, c'est ce qu'on appelle une hypercroissance. Tu as dit beaucoup de choses
qui résonne énormément avec notre façon de structurer les revenus aujourd'hui, enfin, en tout cas en termes de RevOps. Et j'ai le sentiment qu'il y avait quand même, c'est assez précurseur sur plein de sujets. Déjà, si on prend juste 2 secondes de recul sur c'est quoi les différentes phases de croissance que tu as connues entre 2,7 millions et 1 milliard, est-ce que tu peux nous sortir 2-3 phases de croissance et quels Ouais, bien sûr. leviers ont rendu ça possible? Il y en a une que j'aime beaucoup. On est avant l'invention du mail quand même, hein, en 95. Ouais. Il y en a une qu'on avait constatée, c'est que quand tu es jusqu'à 7 personnes dans un bureau, tu as un document qui arrive sur le fax, tu le retrouves magiquement sur ton bureau. Quand tu dépasses 7 personnes, la feuille, elle reste sur le fax. C'est-à-dire, va savoir pourquoi. C'est que à partir de cette personne, tu n'as plus cet esprit cet esprit d'unité. On avait déduit qu'une équipe de 5 plus le boss, 5 commerciaux plus le boss, c'était nécessaire et suffisant pour être certain qu'il y ait ce sens de la responsabilité. C'est l'ownership en américain. Donc on avait fait que des cellules comme ça et une méthode que j'ai réutilisée assez régulièrement, on parlait de ruche. C'est-à-dire que la façon dont fonctionne une ruche, c'est que pour tu ne sais quelle raison d'ADN, les abeilles vont élire une abeille et elles vont l'engraisser avec de la gelée royale et puis c'est elle qui va se mettre à pondre des œufs. Donc globalement, on fait ça par ruche, c'est-à-dire dans chaque ruche, on était de 5-6 personnes. Il fallait comprendre celui ou celle qui avait plutôt l'ADN par son comportement à être non pas seulement un bon vendeur, mais un bon manager. Et puis on lui faisait prendre un track derrière d'essayer de le coacher, on dirait aujourd'hui, d'essayer de le suivre. Et aussitôt qu'on avait recruté assez, on séparait cette bulle en deux, un peu comme une cellule. Et puis cette cellule, elle se mettait à progresser. Chaque entité de 5-6 personnes avait ses objectifs. Elle avait des objectifs et de recrutement et de chiffre d'affaires. Ce qui était un peu se tirer une balle dans le pied, parce que recruter, ça veut dire que tu allais perdre du territoire, parce que plus tu étais, moins tu avais de territoire pour vendre, mais c'était le jeu. Et donc, on donnait à ces entités, au niveau mondial, les mêmes quotas, la même façon de vendre les choses. Il fallait faire un certain nombre de démos par semaine, il fallait passer un certain nombre de coups de fil par semaine, il fallait prospecter tel qu'on le fait aujourd'hui. Le CRM était pas vraiment existant, hein. Internet, c'était le tout début. Donc, il y avait au mieux des fichiers en ligne et un certain nombre de choses. Donc tout était fait pour comprendre au niveau de chaque entité comment on pouvait croître sans marcher sur les pieds de l'autre et surtout que tout le monde suive les mêmes règles. Donc on avait, comme dans toutes les entités un peu grosses, bien organisées, on avait un dialecte. Les chirurgiens, quand ils parlent entre eux, à l'armée, quand ils parlent entre eux, chacun a son dialecte. Nous, dans le monde du SaaS, on utilise plein de mots qui sont communs au monde du SaaS. Donc on avait ce dialecte, on avait réussi à faire cette culture d'entreprise. Certains l'acceptaient pas du tout. Je pense un peu comme en prépa, t'en as qui au bout de quelques jours de prépa partent parce que le rythme ne va pas leur aller. Puis t'en as qui s'accrochent volontairement et d'autres qui aiment ça. Donc globalement, il y avait toutes ces étapes de croissance, beaucoup de formations pour être certain que les personnes étaient toujours au bon niveau. Et puis régulièrement, chaque trimestre, le fait de, je dirais pas juger, je dirais plutôt jauger ses pairs, évaluer ses pairs. Alors ça a été repris de façon pas forcément très gentille par la culture Netflix. C'est Netflix, dans chaque équipe, à la fin d'un trimestre, tu dois trier, enfin tu classer l'ensemble de tes équipes et le dernier, il est mis en point d'interrogation en se disant est-ce que je le garde ou pas. Le principe étant je garde que les meilleurs. Bon, c'est peut-être un peu, en tout cas en culture européenne de gestion humaine, ça passe pas du tout. Donc il y avait à tous les niveaux, il y avait cette logique vraiment d'excellence, mais aussi de formation et même si on était international et même si on avait des langues différentes, de dire la même méthode s'applique. Encore faut-il que ton modèle soit adressable de la même manière dans chacun des pays. Ce qui était notre cas, puisque l'ACO mécanique, faire des plans, faire des dessins, ça suit un peu les mêmes règles. Tu as quelques standards un peu différents, mais globalement, les ingénieurs raisonnent tous un peu pareil. Et c'est vrai que quand tu prends 2 secondes de recul, encore une fois, c'est dans les années 95, il n'y avait même pas forcément de CRM. Et c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur, parce qu'on entend beaucoup parler avec l'IA en plus maintenant, les systèmes, comment structurer l'information, comment remplir son CRM, et sans ça, on n'arrive pas à croître. La preuve en est qu'avec d'autres moyens et d'autres, c'est l'essence même de la structuration, quoi. Comment vous faisiez à l'époque pour il y avait le verbiage SaaS n'existait pas et le soft était vendu sous forme de licence qu'on livrait aux clients sous forme de CD-ROM. Donc on a vu arriver, pendant que j'étais là, je suis resté 7 ans, on a vu arriver les premières licences de Act, si ça te rappelle quelque chose. Act, c'était une sorte de soft qui gérait des fiches de compte. Ça remplaçait le Rolodex pour les plus vieux d'entre nous, tu sais, ces fiches cartonnées où on mettait le nom des personnes.
Donc, en fait, on remplaçait ça par une très grande connaissance au niveau de tous les niveaux du forecast de chacun. Parce qu'on était 5, puis 5, puis 5. Mm. Donc, en fonction de la taille des deals, on arrivait à le gérer. Donc, tout le monde était au courant de ce qui se passait et on faisait, je me souviens plus, je crois que c'était tous les 2-3 jours, on avait une sorte de messagerie interne, mais on est avant l'email. Donc, chacun composait un numéro de téléphone depuis son pays, c'était un numéro vert. Et on se retrouvait par groupe de peut-être 50 sur un forum commun uniquement vocal téléphonique où quelqu'un battait la mesure en disant le nom de quelqu'un, t'en es où, tu vas signer combien ce trimestre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on est bien avant l'invention de Meet. Hein, Tu avais déjà le forecast meeting. Exactement, c'est le forecast meeting dans toutes les langues du monde et puis suivant là où tu étais, tu le faisais à des heures indues. Mais globalement, tu avais déjà battu la mesure pour être certain que, tu sais, après, on a inventé le fait de dire si on passe du trimestre au mois, on va vendre plus, si on passe du mois à la semaine, on va vendre plus, ça dépend. Tout ça, c'est des techniques de management. Mais donc, le forecasting était fait sans CRM. Donc, honnêtement, je pense que ça prenait beaucoup, beaucoup de bandes passantes. Aujourd'hui, je trouve que le CRM, c'est un outil qui est juste génial à ceci près que je constate que dans 80% des cas, il est mal implémenté. C'est-à-dire que tous les CRM que j'ai pu voir, enfin, une majorité des CRM que j'ai pu voir, c'est la gestion de contact au mieux. Et puis après, tu vois, les gens qui font vraiment du forecasting dans leur CRM, qui vraiment vont faire les différents quotas pour voir les personnes en sont, qui vont faire des statistiques sur le nombre d'appels, la durée des leads, le temps de gestion d'un lead, le temps de passage d'un lead de l'étape 1 du forecast, pas du forecast, du pipeline, à l'étape 2 ou 3. C'est assez rare de trouver des gens qui ont vraiment ça. Mais un CRM aujourd'hui, ça te fait gagner, s'il est bien implémenté, un temps absolument fou. À l'époque, on remplaçait ça par une structure un peu organisée de façon limite militaire, mais à côté de ça, la remontée d'informations était juste carrée, parfaite et tout, quoi. Et on avait Excel sur nos PC. Ouais, tu comblais le vide Exactement. que tu ne connaissais pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas le CRM par du temps humain, de la Ouais. structuration et une extrême rigueur dans la remontée J'ai eu mon d'informations. premier téléphone portable à moitié de ce job-là. C'est-à-dire Ok. qu'avant, quand tu devais C'était le reporter à ton fixe. chef ou appeler cette fameuse truc, ce standard, tu te retrouvais dans ton hôtel. Je me souviens, moi, je m'occupais de tout l'est de la France. Tu te retrouves dans ton hôtel avec le téléphone de ton hôtel, tu appelles un numéro vert parce que tu n'as pas pu appeler ni sur la route ni autrement. Mais franchement, je veux dire, les Romains ont fait des routes romaines qui étaient juste exceptionnelles au niveau organisation. Ils n'avaient juste pas l'électricité, mais le reste, ça avait été remplacé par une organisation vraiment très au cordeau, très carré. Bon, je suis assez cartésien, donc ça aide. Mais aujourd'hui, tu as plein de CRM qui te donnent pas la bonne organisation parce qu'ils sont pas non plus, ils sont pas bien gérés. Donc il faut absolument nourrir les personnes de l'intérêt du CRM. Sinon, il est vu comme plutôt un outil de reporting pénible plutôt qu'une aide réelle au quotidien. Je trouve ça bien de le rappeler, c'est qu'en fait, une organisation, une structure, une rigueur, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Le CRM est juste une manière beaucoup plus simple d'implémenter ça, beaucoup plus Exactement. rapide d'avoir l'information, mais ça n'enlève pas l'essence de la structuration, du process et de comment les équipes sont organisées. Donc, c'est très bien de le rappeler. Tu as beaucoup parlé de beaucoup de recrutement. Ça avait l'air d'être donc de la croissance. Comment tu gardes la qualité? Tu as commencé à distiller quelques bribes d'informations. J'essaie d'implémenter quelques règles. La première, c'est que les 10 premières personnes que tu embauches, quand tu passes de 1, puisque tu as commencé tout seul, à 10, ou avec un cofondeur, les 10 premières personnes, il ne faut absolument pas te planter. Donc, tu dois les voir, puisque c'est le cas dans une startup, comme si tu les payais de ta propre poche. Et généralement, tu les payes de ta propre poche. Donc, c'est cette logique de dire, j'ai toutes mes questions, après, je regarde la personne, je veux vraiment travailler avec elle ou pas. Et si j'ai le double d'argent, est-ce que je lui en donne la moitié parce qu'elle va faire bien le boulot dont j'ai besoin ou est-ce qu'elle va en faire un petit peu moins? Donc ça, il faut absolument le faire. Et une fois que tu as atteint ta 11e personne, puisque c'est les 10 premières où il ne faut pas te planter, tu as une nouvelle règle qui apparaît qui est il ne faut pas se planter dans les 100 premières personnes. Donc après, c'est bon. Puis à 101, il ne faut pas te planter dans les 1000 premières. Donc, tu vois, je ne vais pas citer la première société, c'est marqué sur LinkedIn, mais c'est une grande société française. Dans mon premier job d'ingénieur, quand j'ai été embauché, je n'ai vu mon chef que quand j'ai été embauché, signer mon contrat de travail, etc. C'est-à-dire que mon chef ne m'a jamais recruté
alors que c'est lui qui savait ce qu'il allait me donner. Mais j'ai vu la RH, j'ai vu plein de choses, j'ai vu des cabinets de recrutement qui m'ont fait faire des tests psychologiques et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire et je ne savais toujours pas, mon chef ne savait toujours pas ce qu'il allait me donner. C'est quand même assez aberrant parce que le recrutement, on est quand même entre humains. Je parlais tout à l'heure un peu d'organisation militaire, mais il y avait un philosophe du 18e, je crois que c'est du 18e, qui s'appelle Jean Bodin, qui disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». C'est très vrai, une organisation de sales, peut-être qu'un jour on sera remplacé par de l'IA, j'y crois pas trop dans certains domaines, parce que les ventes, entre autres les ventes haut de gamme, je ne parle pas de la vente où un site web le fait très bien, mais une vente en relation avec la complexité d'une organisation client, qui ne va pas toujours faire le meilleur choix technique, mais le choix le plus adapté à l'organisation, la politique, les besoins, le futur, etc. Nécessairement, cette logique de sell, cette logique humaine est extrêmement importante. Donc, tu dois vérifier, toutes les cases à cocher obligatoires. Si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Donc, tu dis non. Il faut mieux passer 1 heure de plus à recruter. Et puis après, tu te poses vraiment la question. Je dirais à quelqu'un qui est employé, il faut essayer de lui dire si c'était ton argent, est-ce que tu le recruterais ? Essayer de renverser les choses. C'est facile de dire non, de dire oui quand c'est pas ton argent. Au pire, c'est pas grave, si tu aurais perdu 3 mois, 6 mois, 1 an de salaire. C'est beaucoup moins vrai quand tu joues avec ton propre argent, quoi. Donc oui, la qualité du recrutement, essayez, si j'ai un conseil à donner, essayez de ne pas passer par des recruteurs sans être persuadé, sans conscience que vous êtes vous-même expert. Je pense qu'on sous-traite mal ce qu'on connaît mal. Donc il faut déjà souffrir quand on recrute, comprendre là où on s'est trompé. Je me suis trompé plein de fois, j'ai recruté à peu près 500 personnes dans ma vie et j'ai dû ne pas en garder à peu près une centaine. Ça reste un seul positif de 4/5e. Mais donc tu apprends tes erreurs parce que tu apprends, je veux dire, quand on se recrute, surtout quand tu recrutes des commerciaux, on est tous les deux en mode drague, si je peux me permettre. Le candidat pour te convaincre et toi pour dire ma boîte c'est la plus belle qui soit. Donc retirer ce côté sensible justement où j'ai une bonne relation avec mon client, où j'ai une bonne relation avec mon prospect, il faut essayer de le retirer et puis revenir à des choses pragmatiques. Et du coup, une fois que tu as recruté toutes ces personnes, on en parlait un peu ensemble, mais il y a cette approche donc de processus de rigueur. Donc toi, tu parles beaucoup de Sales Factory aussi dans les échanges qu'on a pu avoir. C'est quoi une vraie usine à vendre, si tu prends un peu l'exemple justement de PTC? L'exemple de PTC, ou peut-être c'est le dernier que j'ai cloné, c'est commencer, si ce n'est pas fait, par écrire une école de vente. C'est-à-dire que ce qu'on vend, c'est un produit, une culture de société qu'on veut faire passer, un intérêt pour le client ou un inintérêt pour le client. Tu peux choisir de faire une politique de terre brûlée parce que tu vends quelque chose qui, tu sais, sera obsolète dans 2 ans. Ou au contraire, tu veux garder des relations long terme. Après, chacun a ses goûts, ses habitudes et on veut pas forcément se l'avouer. Mais on sait très bien que certaines grandes marques de voitures électriques récemment n'avaient rien à faire du client en après-vente parce que la marque était tellement belle que si on met ma voiture au garage, c'est pas grave si elle n'était pas réparée et si on se fâchait. Puis le patron pouvait faire un tweet en disant j'ai rien à faire, ou au contraire, essayer de te la rembourser. Donc la logique du service client était moins importante que l'image de marque. Chacun a quelque chose à vendre. Pour ça, il faut que tu formes les gens. Parce qu'ils arrivent dans ta société, ils connaissent. Si tu les embauches du sérail, c'est-à-dire tu vends du soft SaaS et ils faisaient du soft SaaS, au moins ils comprennent un peu le dialecte. Si c'est pas le cas, quand tu embauches des sorties d'école, il faut leur apprendre le dialecte. Qu'est-ce que c'est qu'une ACV, qu'est-ce que c'est qu'une AMRR, qu'est-ce que c'est que du SaaS, etc. Donc nous, on fait en ce moment, la formation, elle fait 8 semaines, ce qui est un peu intensif. Et au bout de 8 semaines, ça fait 2 mois, peu de choses près. On est dans la période d'essai généralement, mais au bout d'1 mois, on passe un examen et on dit go, no go, sachant que lors du recrutement, on le dit, parce que ça sert à rien de partir sur des bases mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas sa chance aux personnes. Ça ne veut pas dire que si elle a 7,9 par rapport à 8,1, il faut dire non. Mais je pense que il faut se donner toutes les chances de réussir et on n'est pas toujours la bonne personne au bon moment pour le bon poste. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est mauvais. On est sans doute excellent dans un autre contexte. Par contre, dans ce contexte-là, c'est pas la bonne personne. Donc, c'est extrêmement consommateur de temps de former les gens.
À chaque fois qu'il y a un nouveau badge de 2-3 personnes, je pense que ça me prend quasiment la moitié de la semaine pour les premières 2 semaines et demie. Donc, il faut que tu fasses ton boulot normal, si je puis dire, ailleurs. Mais si tu investis dedans, on le fait naturellement, tu vois, quand on est humain. On investit dans ces enfants, on les forme, on les éduque. On veut qu'ils réussissent, pas forcément au sens argent du terme. On veut qu'ils aient une belle vie. On veut leur apprendre la liberté, on veut leur apprendre l'autonomie. Et puis, on le fait avec un certain ratio. Alors, c'est peut-être parce que je suis vieux comme ça que je suis un peu paternaliste. Globalement, quand tu accueilles des gens dans ta société, et pas seulement, c'est un contrat de travail, il doit être régulé, il doit suivre des règles, etc. Et il doit suivre la loi, mais tu leur dois plus que de l'argent contre du temps de travail. Tu dois le fait que, pour moi je pense en tout cas, que quand ils reviennent de leurs 8 heures de boulot ou 7 heures de boulot, quand ils rentrent chez eux, ils sont heureux, ils ont des choses à raconter, parce que c'est bon pour le moral. Je veux dire, faut pas rêver, on passe 10 heures par jour au boulot, parce que on a le temps qu'on passe au boulot, puis le temps de trajet pour certains, puis après on pense à un certain nombre de choses, en bien ou en mal. Si on passe 10-11 heures à parler ou à penser boulot, hormis le week-end, sachant qu'on doit à peu près dormir 7-8 heures, c'est quand même une partie non négligeable, le boulot dans la vie. C'est autour de 70% du temps qu'on passe C'est ça, ouais. Hormis le éveillé. week-end encore. Donc, ça veut dire qu'il faut former les personnes, il faut former les commerciaux, il faut leur apprendre ton dialecte, ta culture, et puis après, il faut les juger, enfin les jauger au début, et éventuellement les juger si elle fait dire, bah, désolé, le contrat est pas rempli par rapport à ce que j'attends, ce que je t'ai donné, je pense que ça le fait ou ça le fait pas. Et puis si on le dit tôt, c'est quand même une moins mauvaise nouvelle que le dire après 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Donc globalement, il y a cette logique de formation et après il y a la logique d'accompagnement. Au même titre que tu sous-traites pas bien ce que tu connais pas bien, sous-traiter un recruteur parce que tu ne sais pas recruter, ça donne comme moi quand dans mon premier job où j'avais jamais vu mon chef et personne ne savait ce que j'allais faire. Globalement, c'est pareil. Si tu suis pas les gens, si tu leur montres pas par l'exemple, si tu n'appelles pas des clients avec eux, si tu vas pas sur le terrain avec eux, si tu es seulement celui qui relève les compteurs, tu vas retourner dans des époques un peu où on parlait des contremaîtres de je ne sais quel contrôleur, de je ne sais quel fabricant de voitures, où on parlait des contremaîtres qui étaient plutôt des petits chefs. C'est pas très excitant ni comme vie ni comme résultat. Clairement. Je vois le temps qui file et je pense qu'on reviendra sur tout plein de concepts que tu as appris chez PTC, mais il y a encore Je suis bavard, je te beaucoup l'avais dit. Je savais qu'on allait faire au moins 1h15. Et il n'y a pas de problème parce que je pense qu'il y a plein de trucs intéressants que tu vas nous faire converger à la fin sur l'exemple actuel avec ce que tu vis sur Surf. Mais entre-temps, tu as vécu une vie d'entrepreneur aussi. Là, je pense que tu as appris encore autre chose. Tu me disais que tu avais monté 5 boîtes et en revendu 4, et notamment aux États-Unis. Déjà, pourquoi aller aux États-Unis? Alors Ouais. on parle beaucoup de champions européens, tu vois, un petit peu de comment on fait des entreprises françaises, comment on fait des entreprises européennes. C'est quoi ton retour sur le fait d'aller aux États-Unis? C'est dur parce que je suis aux États-Unis, je suis resté 12 ans. J'ai fait Washington DC, Boston et San Francisco, là où je suis resté le plus longtemps, pendant 8 ans. Il y a quand même un marché, c'est-à-dire que quand tu vends du soft, le marché américain, il fait 350 millions de personnes, 360 millions de personnes qui parlent une seule langue. C'est pas vrai, il y a des dialectes, il y a aussi des fortes immigrations, mais globalement, dans les entreprises, quand tu vends du logiciel, tu as 360 millions de personnes. Et tu as une seule loi, là aussi, c'est pas tout à fait vrai, tu as des taxes locales par État, etc. Mais également, c'est à peu près uniforme. Et puis, c'est assez libéral, trop sans doute. On voit avec des dérives suivant les personnes qui sont au pouvoir. Quand tu es en Europe, si tu veux croître, on n'a que des petits pays de 50-60 millions de personnes, c'est-à-dire 6 fois plus petits. Et en plus, à chaque fois que tu vas dans un pays, tu dois tout réinventer. Parce que notre Europe, c'est une Europe pour l'instant un peu théorique. C'est pas vrai, il y a plein de choses qui sont belles en Europe. Mais la fiscalité n'est pas la même. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, même les devises n'est pas les mêmes, puisque nos chers amis anglais avaient refusé de passer à l'euro. Les lois du travail ne sont pas les mêmes. Tu dois localiser ton site, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans toutes les langues du monde, enfin dans toutes les langues dans lesquelles tu vas. Ce qui veut dire que, hormis la fatigue personnelle, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même long et fatigant, surtout quand tu le fais. J'ai quand même passé, avant de passer mes 12 ans là-bas, j'ai passé 6-7 ans à faire des allers-retours une fois par mois, Californie-France. C'est assez, ça permet de bien décalquer le corps. Globalement, tu es obligé de mettre beaucoup d'énergie pour créer un nouveau pays, tout en ayant un TAM, un marché adressable qui n'est pas si grand que ça. Et en plus, tu regardes par exemple, de plus en plus, les lois GDPR, RGPD et autres sont de plus en plus torrides. Quand tu regardes la façon dont tu as le droit d'emailer, prospecter,
en Allemagne, en Hollande, en France ou en Espagne, tu as l'impression d'être sur des planètes différentes. Donc, globalement, c'est une solution de facilité que d'aller aux États-Unis. La deuxième solution de facilité, c'est quand tu es dans le soft, ça te coûte très très cher de développer. Qui dit développer dit que tu as besoin de passer par des investisseurs et non pas seulement du financement par des banques. Une société traditionnelle, elle se finance auprès de la banque et puis c'est de la dette, alors que quand tu dois financer ta R&D plusieurs années avant de faire quelque chose, toutes les sociétés IA aujourd'hui ont besoin de ça par exemple, eh ben, tu es obligé de passer par des investisseurs qui vont prendre des parts de marché. Et là-dessus, il y a des très belles levées, mais nos levées, parce qu'on appelle une série A en France, c'est globalement du seed aux États-Unis. Donc, c'est un petit peu différent. Et si tu regardes les grandes acquisitions, c'est un peu triste, mais la plupart des grandes acquisitions se font quand même par des sociétés américaines. Il n'y a pas très longtemps, tout le monde disait, est-ce que Mistral va par hasard se faire acheter par Apple ou quelqu'un comme ça. Donc, je reste très amoureux de mon pays. Quelqu'un assez haut placé dans le gouvernement me disait en plaisantant, la France, c'est sympa parce que on te casse les deux jambes avec une batte de baseball et toutes les taxes, mais après, on te donne des subventions pour que tu t'achètes des béquilles. C'est pas très politiquement correct, mais c'est pas entièrement faux. Donc, je suis ravi d'être revenu dans mon pays. Je suis ravi de, tu vois, Surf, on est en train de se déployer aux États-Unis, mais on se déploie aussi à Barcelone. Donc, chaque religion a sa Mecque, a son Vatican ou dans le monde du soft. La Californie, ça reste quand même un endroit où c'est là où tu trouves les financements, les sessions, l'expertise, tout ce qui a été écrit sur le SaaS, ça a été écrit en Californie, quoi. Donc, quand tu es dans le monde du soft, c'est un peu un passage obligé, peut-être un peu facile. Il y a des gens qui se battent, il y a ceux qui partent un peu dans leur pays, il y a ceux qui, comme moi, font des allers-retours. C'est vrai que dans le monde du soft, en tout cas, tu peux pas l'ignorer, quoi. Et concrètement, du coup, qu'est-ce que ça t'a appris dans ta façon de grandir, de scaler? La même chose, c'est-à-dire le fait de voir les choses de façon professionnelle et non pas de façon gauloise. Le Gaulois, je vais prendre tu connais le monde du produit. Le Gaulois, quand il fabrique un produit, il se fait des réunions qui commencent toujours en retard et qui durent toujours 2 fois plus long que prévu. Et à la fin, son produit, c'est un saule pleureur. C'est magnifique, c'est romantique, t'as des feuilles partout. L'Américain, il fait une réunion pile d'1 heure. À la fin, t'as non pas un saule pleureur, mais un magnifique if, tu vois, qui pointe droit vers le ciel, ou un peu plié, si tu préfères. Il a élagué tout ce qu'il faisait pas faire. Il se concentre que sur un seul marché. Nous, on est plutôt en mode qui trop embrasse mal étreint. Donc ça veut dire que tu constates qu'ils appliquent des méthodes. Du coup, ils sont extrêmement procéduriers, donc ils sont pas toujours rigolos. En plus, il manque un peu d'imagination. Il manque un peu de créativité. J'aime beaucoup les avions. J'ai sans doute passé un peu trop de temps entre eux. Honnêtement, un Airbus, c'est beaucoup plus élégant au niveau des différentes formes des réacteurs, de ce qu'on appelle le pylône, du nez, etc. C'est beaucoup plus élégant qu'un Boeing. En plus, maintenant, ça se vend mieux qu'un Boeing, donc c'est d'autant mieux. Mais du coup, il y a de la place pour de la créativité, il y a de la place pour des idées, il y a de la place pour un peu de fun. Une voiture latine, elle est plus fun qu'une voiture américaine. Donc ça, je l'ai pas appris. Par contre, j'ai appris le rouleau un peu le côté rouleau compresseur. Où si on décide de faire les choses, on écrit le process, on déroule le process et on le fait. Donc scaler, j'aime pas ce mot, enfin j'aime pas parler trop franglais, mais grandir aux États-Unis est plus facile parce que c'est un pays de process. Et quand j'avais demandé à des psychologues pourquoi on était comme ça, est-ce que ça venait de nos âmes et de notre ADN ou pas, ils disaient ben non, c'est que c'est un pays tellement grand qu'ils ont été obligés de privilégier l'infrastructure pour pouvoir vivre. Et donc l'infrastructure, la logique, la base de ce dont tu as besoin est toujours là chez les Américains parce qu'ils n'ont pas le choix. Et comme par hasard, c'est vrai, si tu regardes tous les OS, tous les operating systems, ils sont américains. Tout ce qui est infrastructure qui fait marcher les choses, c'est pas évident et c'est pas élégant. Leurs trains sont lents, etc. Mais leurs avions, ils arrivent plus à l'heure que chez nous parce que ils ont mis en place des process. Donc ça t'apprend beaucoup les process, ça t'apprend la dureté du business. Mais même, tu vois, c'est amusant parce que ils ont une assez grande logique de poule aux œufs d'or, c'est-à-dire que un entrepreneur qui quelquefois critique ses investisseurs, etc., surtout en Europe, aux États-Unis, l'investisseur, il va pas taper sur l'entrepreneur officiellement parce qu'il sait que c'est un peu grâce à lui qu'il fait de l'argent. Donc il va être plus en moyenne, hein, tout ça c'est taillé à la serpe. Mais j'ai vu j'ai vu des très grands professionnels chez les VC, chez ceux qui mettent de l'argent, et un très grand suivi que j'ai moins vu avec notre côté gaulois. Et tu me disais aussi à l'inverse que les Européens, eux, étaient très orientés feature.
Là où les Américains sont très hantés plutôt bénéfices. Et ça, je pense Ouais, c'est un biais qu'on voit aussi on a beaucoup. on a du mal à s'en défaire. Nous, tu vois, quand on vend une pizza, je me suis à la publicité de Pizza Hut pour pas faire de pub. En France, à un moment, il y en avait. Tu voyais des amis devant un match de foot. Tu voyais dans un petit coin, tu voyais une part de pizza. Mais Mm. c'était le groupe qui se réunissait, qui était heureux de partager une pizza. Aux États-Unis, tu suis un bus avec une pizza. T'as un gros truc qui dégouline complètement. Si t'as faim, ça te donne encore plus faim. Et il y a marqué le plus de fromage pour moins de prix. Ou Mm. alors, tu as un homme moche ou une femme moche et à gauche et puis à droite un homme moche ou une femme pardon, un homme beau ou une femme belle, et il y a marqué avant après, et en dessous tu as marqué grâce à telle crème de beauté je suis devenu beau. En France, tu regardes toute la logique de nos produits de beauté, tu fais une sensation, tu vois quelqu'un qui court dans un champ de blé, etc., qui se sent bien, etc. C'est très très différent, quoi. C'est pas très romantique, c'est plutôt pragmatique, les États-Unis, hein. Mais Ouais, mais dans le business, on c'est le pas voit mal. beaucoup dans le service aussi. Même nous, quand on se vend, en fait, on essaie de prouver un petit peu les bénéfices, le ROI qu'on va avoir, alors qu'on Ouais, a une logique des fois un peu juste de décrire les services qu'on va mener, quoi. Et donc exactement. voilà. Et donc du coup, est-ce que tu vois, est-ce que ça t'a fait évoluer aussi un peu dans le temps, dans ta façon de manager et de vendre, que de te nourrir un peu de cette culture américaine? Alors j'essaie de pas être anti-français, j'essaie de pas être trop pro-américain, mais c'est vrai que étant plus pragmatique, c'est un peu les États-Unis, ça marche un peu plus comme un tableur, quoi. T'as la somme des chiffres et puis après ça te donne la décision. Nous on va l'emballer pour le meilleur et pour le pire. Dans certains cas, ça nous permet d'éviter des catastrophes, d'être beaucoup plus humains. Dans d'autres cas, ça nous fait au contraire perdre un certain nombre de points ou de compétitivité, c'est évident. Tu vois, je pense que les grands groupes, ils sont tous soumis aux mêmes règles entre Boeing, Airbus, etc. Quand tu es dans une start-up et que tu vois que les mêmes régulations, toutes les start-up sont des SA ou des SAS, etc. Quand tu vois on doit suivre les mêmes régulations, les mêmes lois, tout ce qui est légal entre une start-up de 10 personnes et L'Oréal, tu te dis peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose d'un peu intermédiaire. Ouais, c'est assez amusant. En France, on a réussi à trouver l'auto-entrepreneur il n'y a pas très très longtemps. Et avant, il fallait absolument que tu crées une structure pour essayer d'être consultant indépendant. Et je me souviens, quand on est arrivé aux États-Unis, ma femme qui est graphiste disait bah, je vais créer ma société pour faire freelance. Elle a demandé à des gens comment je fais. Et les gens ne comprenaient pas la question. Mm. Elle dit bah ouais, je voudrais créer une structure. Ah, tu veux embaucher des gens? Non, non, je veux juste être freelance. Elle disait, tu fais une carte de visite et c'est fait. Mais où est-ce que je vais trouver mon numéro RCS, etc. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et mon chiffre d'affaires et ma TVA, bah, la TVA, il n'y en a pas. Et puis ton chiffre d'affaires, tu le mets sur ta feuille des impôts. D'accord. Donc être freelance, ça demande juste à faire une carte de visite. À l'époque, il fallait une carte de visite. Aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. C'est plus pragmatique. Nous, Oui, la c'est première chose simplicité, quand quoi. tu crées ta boîte, c'est un mot de l'administration qui te dit TVA, vous voulez la payer sur débit ou sur encaissement? Tu Mm. n'as aucune idée de ce que ça veut dire. C'est ton premier choc avec l'administration. Ouais, c'est ça. Donc, tu essaies de repousser au maximum quand même avant de te lancer dans cette expérience-là. Essaie Voilà, de ça, valider un peu un marché, quoi. absolument. Ouais. Écoute, on parlait de 5 boîtes que tu as montées, etc. T'es arrivé jusqu'à où en termes de taille, de revenus et... Globalement, il y en a une que j'ai montée jusqu'à 88 millions d'euros. Il y en a les autres, ça oscillait entre 5 et 20 millions. Je pense que je suis pas très très bon quand je dépasse les 100 millions pour des questions de goût en fait personnel. C'est-à-dire que quand je commence à tangenter les 100 millions, parce qu'il y en a certaines, je les ai vendues et j'ai continué à garder la société, mais globalement, elle était revendue, mais elle avait juste changé d'investisseur. C'est toujours le même modèle. Au bout de 100 millions, je perds un peu le côté humain, je dilue un peu ce côté humain. J'ai tout à l'heure, il n'est de richesse que d'homme. J'aime beaucoup travailler avec des gens. Pour moi, je suis passionné. J'essaie d'éduquer mes enfants en leur ramenant des choses à la maison, des tranches de vie qui leur donnent envie aussi d'être heureux dans leur boulot. Et j'ai l'impression que dans mon cas, quand on dépasse les 100 millions, ce qui, suivant la société, veut dire entre 100 et 1000 personnes, c'est plus trop mon goût, quoi. Je prends moins de plaisir. Oui, c'est clairement pas le même métier. C'est pas le même métier. J'aime bien gérer des PNL, des budgets prévisionnels, mais faire que ça sans les rapports humains. Alors, il y a toujours des rapports humains. Les grands patrons de société, ils ont leur bord de proches. Et puis, j'aime pas trop tout ce qui est politique. Et indéniablement, quand une structure humaine devient assez importante, tu as nécessairement de la politique. Politique, c'est un beau mot, hein. Politique, c'est la foule, c'est le peuple.
Mais en ce moment, c'est un peu négatif, la politique. Mais on voit bien dans Ça certains dépend quand les gens dirigeants qui écouteront le pensent... podcast. C'est c'est ça. On voit bien que certains de nos politiques pensent un peu à eux en ce moment. Mm. Donc c'est vrai aussi dans toute structure humaine. Donc dans une société, il y a beaucoup plus de politique quand tu dépasses 50 ou 100 millions. Bah, du coup, je pense que ça va faire le lien avec le sujet qui va nous intéresser, intéresse pas mal de gens aussi. On va prendre l'exemple concret. Aujourd'hui, c'est chez Surf. Ouais. Et on a un peu cette approche on l'a vu, là, tu as un parcours de croissance, de structuration, de beaucoup de choses, de système de revenus, tu as d'être assez précurseur sur plein de thématiques dans le recrutement, etc. Je pense qu'on peut prendre le cas un peu concret Surf aujourd'hui, ce que vous faites et comment en fait toi, donc je te disais que tu as été un peu investisseur au début sur Surf et là tu reviens les aider en tant que head of sales. La boîte plafonnait un peu entre guillemets à 5 millions d'ARR quand on échangeait ensemble. Comment tu analyses un peu ce type de plateau et comment tu le relances une dynamique pour passer l'étape d'après? Ouais. Alors déjà, à chaque fois que je me lance dans une aventure, je me demande, est-ce qu'il y a un marché ou est-ce que j'ai des lunettes rouges, pardon, est-ce que j'ai des lunettes roses et est-ce que je rêve d'avoir un marché? Tu sais, c'est le problème de tous les entrepreneurs. Ils sont un entrepreneur, ça ne gère que des galères, donc il passe sa vie à mettre des lunettes roses pour essayer que ça aille mieux. Donc est-ce que j'ai vraiment un marché, toi, si j'invente un système pour downloader une pizza par ma prise USB, est-ce qu'il y a vraiment un marché? Peut-être, peut-être pas. Mais celui qui invente ça, il se dit si, il y a un marché. Donc, j'essaie toujours d'avoir la tête froide en me disant, est-ce qu'il y a un marché? Sur ce marché-là, est-ce que on peut assembler une équipe qui fait que sur ce marché, on va pouvoir être pertinent et aller vite? Et puis, une fois que tu as l'équipe et le marché, tu n'as plus qu'à dérouler. Donc, il faut aller soit chercher les fonds, soit chercher les experts, les professionnels pour faire ça. Donc, j'ai quelques sociétés, mais pas beaucoup, que j'ai eu l'opportunité d'aider. Surf, c'était, si ma mémoire est bonne, il y a 4 ans et 11 mois, où globalement, c'était le fait de dire... on est en train de créer une société, c'est 2 fondateurs, un Allemand, un Français, qui ont tous les 2 fait HEC Entrepreneur, donc une boîte naturellement internationale parce que les 2 se parlent en anglais. Et puis, ils ont commencé à fouiller dans le domaine que j'aime beaucoup, qui est le monde des ventes, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut faire gagner du temps aux vendeurs. C'est vrai que quand tu as... on va dire 8-10 heures pour parler à un client, plus tu pistes les endroits où tu peux ne pas perdre de temps, mieux ça se passe. Et donc, ils ont créé Surf, on s'est rencontrés, j'ai beaucoup aimé la personnalité des gens, parce que Romain et David, pour les appeler par leur prénom, ce sont des personnes qui sont très malines et qui ont vraiment une envie d'entrepreneuriat. Je me suis dit que je pouvais peut-être les aider, donc j'ai fait ça pro bono pendant globalement 4 ans. Et au fur et à mesure, on a eu à traiter, est-ce qu'on est en self-service seulement? Est-ce qu'on est en high touch? Est-ce qu'on a besoin de commerciaux? C'est bien de vouloir faire les deux, mais il faut pas rêver de faire les deux. Est-ce que mon produit, je peux monter à ce qu'on appelle une ACV, c'est-à-dire un deal unitaire annuel suffisamment haut pour justifier le coût de commerciaux ou pas? Et puis après, c'est poser la question de dire c'est quoi mes canaux d'acquisition, parce qu'il faut se faire connaître, que ça soit payant, que ça soit référencement naturel, que ça soit séminaire, toutes les techniques des plus traditionnelles au plus digital. Donc on a fait ça régulièrement. Je dirais pas qu'ils avaient atteint un plafond de verre, je dirais que naturellement, à une structure donnée, tu arrives à une certaine... Tu sais, c'est un peu comme une voiture, enfin c'est plus vrai aujourd'hui pour ceux qui ont que des automatiques ou des voitures électriques, mais il arrive un moment, tu sens que tu es un peu en sur-régime sur un endroit donné, et puis il faut passer la seconde, la seconde, la troisième, etc. Ta boîte auto le fait toi-même, dans le cas de la voiture électrique, on s'en moque. Et donc, globalement, à chaque fois, il y a eu ces questions-là. Et en plus, je crois que c'est dans les multitudes d'articles qui ont été écrits par le binôme Andreessen-Horowitz, ils disent une scorecard, c'est-à-dire une job description, une fiche de poste, et scorecard, c'est comment tu vas être jaugé. C'est un peu comme, voilà, un jeu de cartes, c'est quand même bien d'avoir aussi le mode d'emploi et puis les règles. Si j'ai un roi, j'ai gagné, ou si j'ai un 2, j'ai gagné. Si t'as pas les règles, ça sert à rien de jouer aux cartes. Et donc, cette job description et ce mode d'emploi ou les critères par lesquels tu vas être jugé, ce n'est valable que 9 mois, c'est ce qu'ils disent. Et je pense que c'est peut-être un peu moins vrai en Europe, peut-être que c'est 1 an, mais c'est très très vrai. Ce qui veut donc dire que toutes les personnes que tu embauches aujourd'hui, dans 1 an, ça sera peut-être pas les bonnes. Et soit elles savent grandir, elles ont acquis des compétences ou pas. Et peut-être aussi que tu as lancé les ventes avec de grands comptes, on dirait en France, les ventes avec des commerciaux et les ventes en self-service. Puis peut-être qu'il y a un des deux qui échoue. Et peut-être qu'en fait, tu es seulement PLG.
Ou peut-être que tu es seulement grand compte. Mes expériences, c'était un peu plus grand compte avec des PTC ou comme ça, grand compte, on va dire commercial direct. Donc en fait, on s'est souvent posé ces questions-là et il est arrivé, faire 5 millions d'ARR en 4 ans, incluant la structuration et tout, pour une boîte française, c'est plutôt très très bien. Avec en plus quelque chose qui est assez formidable, c'est qu'il y a 40% du revenu qui vient déjà des États-Unis, parce qu'ils avaient déjà le mindset américain. Et donc, moi, je venais de terminer une expérience de ma dernière société. On s'est longuement parlé. J'ai dit que je pouvais peut-être donner un coup de main pour structurer les ventes, parce que globalement, on commençait justement à parler de machines à vendre, d'usines à vendre. Je suis en effet très usine, tu le soulignais. Et puis on a travaillé ensemble quelques mois, puis à la fin on s'est dit est-ce que mutuellement est-ce qu'on est capable de se donner 2 ans, 3 ans, 5 ans à travailler ensemble? Est-ce que si ça marche? Et tout le temps étant jaugé qu'on remet en cause tous les ans parce que la société peut changer. Et donc on a réussi à bâtir un plan bien et maintenant les ventes accélèrent. J'allais dire à nouveau, je sais pas, mais il fallait seulement aussi, au bout d'un moment, c'est mathématique. C'est-à-dire que si tu demandes à tes commerciaux de faire, il y a une règle en SaaS qui dit que ton commercial doit faire entre 3 et 3,5 fois son salaire pas en commission, mais en quota, en objectif. On a mis ça en place, on a regardé ce que ça donnait, et puis tu vois, le dernier trimestre, on a atteint 100% des objectifs quasiment pour tous les commerciaux. Donc on peut se préparer à vendre. Donc des fois, il faut juste ralentir un peu, parce que c'est trop dommage d'embaucher tout le personnel pour faire tourner ton usine si tu n'as pas eu le temps de monter l'usine. Parce que tu vas les payer à vide, ils vont se désespérer et ça ne va pas marcher, quoi. Donc c'était vraiment juste pour passer l'étape d'après. Là, on va essayer d'atteindre les 10 millions d'ici 6 mois. Et puis, en parallèle, vu que la société marche plutôt bien, on va ouvrir un Sales Hub à Barcelone, ce qu'on a annoncé ce matin, avec les différentes nationalités, pour essayer d'avoir un lieu européen où on puisse mixer les cultures et puis former les gens plus efficacement. Et puis pareil à New York, parce qu'on commence à avoir des très très beaux deals américains, que ce soit des Google ou des Rakuten ou des sociétés ou des Uber, à qui on a vendu plusieurs... des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions. Donc, ça commence à être intéressant. Donc, c'est uniquement l'opportunité. Il y a une chose que j'aime beaucoup aux États-Unis, c'est que tu n'as pas de logique. Tu as peu de logique. Agisme, je ne sais pas comment on dit, dégisme. C'est-à-dire qu'on a un peu cette culture en France de dire tu es un peu plus vieux que la moyenne. Globalement, ta carrière est finie. Et alors, c'est peut-être parce que je suis un peu plus vieux que je me plains de ça. Je ne me plains pas, mais je pense que être entrepreneur, c'est s'être pris sans piège. Au cours de ta société. Quand tu as monté 5 boîtes, tu t'es pris 500 pièges. Tu as juste un peu d'avance sur ceux qui ne sont pas encore pris les pièges. Si tu peux transmettre ça, c'est quand même assez sympa. Je l'ai déjà fait, je ne sais pas si c'est la réponse, mais je l'ai déjà fait. Je me suis planté à cause de ça. Ça donne quand même un peu d'aide aux suivants pour bien mener leur barque et au moins savoir que c'est peut-être risqué de prendre ce chemin-là. Ouais, tu l'as un peu dit aussi là, tu as vu beaucoup dans ta carrière d'entreprises qui grossissaient très vite. Je t'ai fait un peu cette analogie, tu embauches un ouvrier et après tu te poses la question de comment on va construire l'usine. Et là, donc, un peu, toi, ton conseil, c'est un peu de faire ce pas de recul à un moment donné pour préparer du coup cette usine de vente, cette sales factory dont on parle. Et ça reste super important. Donc concrètement sur Surf, là, si c'est ce que tu as essayé de mettre en place, c'est quoi en termes de rôle, process? Tu parlais effectivement de PLG versus SalesLed. Tu me disais aussi qu'il y avait peut-être HubSpot qui est un peu le central dans votre système de revenus. Absolument. Qu'est-ce que tu as mis en place? On a mis en place la formation. Donc, on a été chercher dans le cerveau de tout le monde, parce que tous les documents existaient, mais c'était juste pas mis en place au même endroit. C'est dans une société, tu as beaucoup de traditions orales. Donc, on a mis en place une formation. On a remis tout le monde dans cette logique de formation. Derrière, on a regardé, il y avait comme toutes les startups, beaucoup d'outils qui avaient été implémentés, mais sans vraiment de propriétaire de l'outil. On met ça et puis après, t'as pas la personne en charge. Donc, les outils, il fallait voir comment ils fonctionnaient. Le CRM était naissant avec un certain nombre de choses, mais il n'y avait pas les process. Je dis souvent en plaisantant que la vie est un funnel, la vie est un entonnoir, mais globalement, tu vas chercher des gens sur le web, tu les emmènes jusqu'au moment où ce sont ces fameux MQL, c'est-à-dire des leads qualifiés par le marketing. Puis une fois qu'ils sont arrivés là, tu les mets dans un deuxième entonnoir dans lequel tu vas essayer de les faire passer de lead marketing à lead sales, les fameux MQL to SQL pour ceux qui font du SaaS ou de l'acquisition. Donc deuxième funnel, et le dernier funnel, une fois que c'est devenu un SQL, c'est-à-dire un lead où les sales disent oui, on peut en faire quelque chose, donc plutôt pour les gros leads, il faut
aller dans un autre entonnoir dans lequel on va aller depuis le call de découverte, la discussion de découverte avec le client jusqu'à la vente finale. Donc tu as 3 funnels qui doivent être le mieux possible et où ils sont chacun, ils ont 2, 3, 5, 10, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais entre 2 et 6 étapes. Si tu analyses chacune des étapes et tu dis où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, mais bon par les chiffres, donc derrière tu mets une grosse base de données, nous c'est plutôt BigQuery, tu regardes la base de données et tu regardes où tu pêches, où ton taux de transformation est mauvais, bah, si tu arrives à mettre ça en place, il n'y a pas de secret dans ton entonnoir. Une fois que tu as mis suffisamment d'orange au bout, tu as du jus d'orange et quand tu presses le jus d'orange, tu dois le mettre dans les bouteilles et les bouteilles, tu dois les mettre dans des casiers. Et à la fin, si tu veux livrer ton jus d'orange, il faut que les 3 funnels y marchent. Donc c'est ce qu'on a fait. Là encore, les fondateurs sont plutôt très malins, très, très bien, quoi. Donc ça fait partie des choses où ils sont avides qu'on en discute ensemble. On les construit. J'ai pas forcément raison partout parce que je me suis planté pas mal de fois, mais au moins il y a un certain nombre d'exemples où on le fait marcher. Et du coup, on a reconstruit un PNL, un budget prévisionnel. On sait combien on peut allouer d'argent pour le hub européen. On sait combien on peut allouer d'argent pour les États-Unis. Et surtout, tout ça, c'est millimétré avec des points de passage en disant, ben, on va, ces fameux de ces Américains qui disent fail fast, plante-toi vite. Il n'y a rien de pire que de laisser une relation à un truc pas bien fini, ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la déception. Donc on s'est mis dans ce mode-là. Tout le monde, franchement, au niveau dynamique, on est 70, tout le monde est vraiment dans un élan de succès qui est vraiment agréable à voir, quoi. Et qui n'est pas dû à moi, j'en étais juste un des catalyseurs, et avant tout, c'est les 2 fondateurs qui savent fédérer les personnes. De temps en temps, un petit coup de pouce, comme on n'a pas la science infuse et c'est très très bien de le reconnaître. Moi le premier, même si j'ai plus d'années derrière moi. Il y a une notion de structuration, d'alignement aussi sur, tu parlais de MQL, de SQL, d'opportunité. Il faut aussi se mettre d'accord pour que tout le monde soit aligné sur ce que c'est. Définir le dialecte. Exactement, le dialecte, le process du coup sur faire en sorte que tout le monde remplisse ces informations au même moment pour retrouver du coup la maîtrise de comment ta donnée est récupérée pour que tu puisses faire ces fameux forecasts. Tu construis tes capteurs. Si tu construis un capteur, il faut quand même se mettre d'accord si tu mesures en Fahrenheit ou en degrés Celsius, sinon ton avion risque d'avoir des problèmes quand il calcule sa vitesse ou sa trajectoire. Et tu te mets d'accord sur le dialecte, tu construis tes capteurs, autour tu construis ton usine, et puis après, tu n'as plus qu'à dérouler. Et vu que tu as anticipé beaucoup plus de choses, tu as quand même mis le maximum de chances de ton côté pour que ça marche. Et si ça marche pas, c'est prouvé par la data. Donc du coup, tu sais que cette voie-là, elle marche pas. Parce que tu as mis les bons professionnels, les bons process, les bonnes idées, et t'es pas seulement en mode comment je bidouille. Et du coup, après, tout le monde est au même niveau et tu nivelles vers le haut aussi un peu, du coup, Exactement. la performance. Exactement. Du coup, ça fait partie de ces expériences qui sont assez formidables. Et vu qu'en plus, nous, on vend à des vendeurs, hein, parce que Surf, c'est donner des outils pour pouvoir dire à tous les vendeurs et l'écosystème des vendeurs, ceux qui génèrent les leads, le marketing, les RevOps, les SalesOps, c'est donner des outils pour être capable d'avoir des leads malins, globalement transformer un lead en deal, pour parler américain. Un lead, c'est, à mon époque, c'était mon chef qui me mettait un post-it sur mon bureau en disant il faut que tu appelles telle personne, pas son numéro de portable, il n'y a pas de portable. Donc il faut que tu appelles tel numéro du standard. Donc ça, c'était le lead. Après, le transformer en lead, il faut que tu connaisses tout de la personne, surtout si tu lui vends cher. Il est comment dans ses hiérarchies, c'est quoi son caractère, etc. Donc tu vas le transformer en deal. Ça, c'est ajouter plein d'informations intelligentes. Globalement, c'est ce qu'on fait chez Surf. On a plein d'informations pertinentes qu'on va mettre dans le CRM. On est même capable maintenant de générer des deals à la volée. On apprend tout ton CRM, on dit bah maintenant, appelle ces sociétés-là. Donc, sachant qu'on vend à des commerciaux, c'est assez facile. On a la chance parce que nos commerciaux n'ont qu'à se comporter comme leurs clients ou nos clients se comportent comme nous. Donc du coup, tu vois, la proposition de valeur ou le bénéfice par rapport à la feature, c'est un peu plus facile à capter. Je pense que quand tu vends de la base de données non relationnelle ou des routines d'IA commerciales, c'est un petit peu plus complexe. Ouais, vous êtes les premiers utilisateurs de votre solution, c'est ça que je trouve génial. Ah oui. Si ça ne marche pas chez nous, il ne faut pas le vendre. Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes la meilleure vitrine de votre propre produit, quoi. Donc, c'est un petit peu comme nous. Si on n'est pas très bon en Ops et qu'on n'est pas très bon structuré, c'est difficile, c'est compliqué d'aller vendre du conseil en RevOps. Je pense que tu en sais quelque chose. Ouais. Tu es obligé d'aller chercher des personnes. Je fais le lien rapidement avec la notion de quota aussi. Tu me disais que vous commencez à atteindre vos quotas, etc. J'ai fait un épisode juste avant avec Antoine Faure, le CEO de Cobra, qui parlait des OTE. Donc je pense que c'est une science aussi importante et super, très efficace pour driver le comportement du commercial. Toi, tu dis que ça t'a aidé à multiplier par 4 le deal moyen, toi, sans forcément changer le produit.
Comment Ouais. t'expliquer un peu cet effet de levier? Tu vois, est-ce que tu vois un lien quand même entre un plan de REM efficace et efficacité des équipes? En fait, à chaque fois que tu rencontres une personne humaine, je sais pas si ça marchera pour l'IA, mais en tout cas une personne humaine, c'est quand même intéressant de te dire à quoi elle marche. Après, tu joues ou tu joues pas. Mais si tu sais à quoi elle marche, si c'est un client, est-ce qu'il marche au pot de vin? Est-ce qu'il marche à l'intérêt de sa carrière? Est-ce qu'il marche au fait de... Il aime bien avoir des copains et globalement, tu vas pouvoir l'inviter à plein de salons. Est-ce qu'il est très rigoureux dans sa société? Est-ce qu'il est en mode croissance? Il veut choisir la solution la plus adaptée? Ça, c'est les clients que je trouve les mieux parce que tu as des discussions passionnantes. Donc, une fois que tu sais à quoi une personne marche, tu sais, euh, tu, tu sais quoi lui vendre. Ou du moins, tu sais ce que tu as, tu peux lui vendre. À titre d'exemple, dans mes logiques, je ne sais pas si je dois le dire, parce que quand je recrute, j'utilise encore un peu ça, mais quelquefois en recrutement, je dis à quelqu'un, bon, allez, on va jouer à un jeu de cartes virtuellement, je vous propose 1 € le point. C'est un jeu de cartes, 54 cartes, je propose 1 € le point. Et souvent, le commercial, il se dit, ah, c'est un jeu, je vais essayer d'être un peu, montrer que je suis bon commercial. Non, non, 1,5 €, etc. Et puis, on négocie le point. Et puis, à la fin, on se met d'accord, allez, 2 € le point. Et je lui dis, ben, en fait, vous avez perdu. Parce que vous avez complètement oublié de me demander les règles. Et les règles, ça s'appelle le poker Eric. Et la règle, c'est que je gagne. Donc, si tu veux, il faut arriver à comprendre à quoi la personne marche et quelles sont les règles du jeu, sinon ça le fait pas. Donc, une des manières, par exemple, d'augmenter la taille d'un deal, c'est de regarder le temps que passent tes commerciaux à signer des deals. On va dire, si on parle de revenus annuels, est-ce qu'ils passent leur vie à gérer des deals de 2 000 à 3 000 € annuels ou des deals de 10, 15K, 20K annuels? Parce que tu te rends compte que le temps à passer pour signer un petit deal est quasiment équivalent à signer un deal moyen. Les très gros deals, quand c'est beaucoup de politique dans des grands comptes, c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour la fourchette de 3 000 € à 20 000 €, c'est le même temps. Donc, si tu laisses tes commerciaux qui ont surtout, au bout d'un certain moment, se disent comment je vais faire mon quota, tu leur gérer plein de deals, tu les pousses à la faute parce qu'en fait, ils n'auront pas assez de bande passante pour gérer assez de deals. Donc, si tu leur dis, à partir de maintenant, tous les deals en dessous de 2 500 €, vous ne serez pas commissionné, je t'assure que le mindset, il change beaucoup. Il faut que tu aies un backup parce que tu ne vas pas laisser tomber ces clients-là. Mais il faut assumer, il faut accepter le fait que 2 500 €, ça veut dire que tu es à, on va dire, 250 par mois, parce que généralement, en SaaS, pour le prix de 10 mois, tu en as 12. 150 € par mois, tu fais tous les calculs mathématiques que tu veux. Ce n'est pas économique, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas lucratif pour la société d'avoir des commerciaux. 150 €, ça ne peut être que du self-service, pas de commerciaux. Donc, si tu as la faiblesse de laisser tes commerciaux gérer ça parce que c'est bien pour leur morale, etc., en fait, tu tires une balle dans le pied. Donc, il faut regarder à quoi les commerciaux marchent. Ils marchent au succès, ils marchent au fait de dépasser leur quota, ils marchent dans un certain concours du type les 5 meilleurs auront le droit à un séjour paradisiaque d'une semaine dans une île avec les 2 fondateurs, peu importe la raison. Beaucoup marchent dans une start-up à la reconnaissance et au fait de dire je suis heureux d'être dans une boîte qui marche, même s'ils veulent leur commission. Et après, tu regardes ce qui empêche d'atteindre les quotas. Alors, si c'est le produit, t'es embêté, mais c'est que tu as fait ton usine à produit un peu trop tard. Mais si le produit est bon, que tu as des clients, que c'est qu'une question de croissance et d'organisation, tu regardes les intérêts des commerciaux. L'intérêt d'un commercial, c'est de l'aider à passer son temps sur les deals les plus lucratifs pour lui et la société. C'est pas le laisser faire ce qu'il veut. Le but d'un commercial qui est vraiment bon, c'est aussi dire je vais peut-être te nommer Sales Enterprise ou plutôt grand compte, et tu vas changer ton territoire pour dire tous les deals au-dessus de 25K de potentiel, je les donne qu'à annuel, je les donne qu'à ces commerciaux-là, parce que sinon, le commercial standard va pas savoir vraiment gérer la vente, puisque globalement, tu as souvent la vente simple, la vente complexe, vente simple, un seul interlocuteur, vente complexe, plusieurs interlocuteurs qui disent que c'est une décision commune, ce qui n'est jamais vrai, et c'est donc comprendre les forces en présence dans l'organigramme. Il y en a qui savent faire, il y en a, ils ont besoin d'apprendre. Donc si tu défais bien, si tu détricotes bien ton territoire, les compétences de tes commerciaux et tu regardes dans l'agenda où ils perdent du temps et où ils peuvent mieux le passer, mécaniquement, tu augmentes la taille de tes deals sans avoir rien changé. Encore une question de focus et de priorisation du Exactement. temps passé, quoi. Exactement. Et de règles. J'ai ô combien important dans le milieu Genre, du revenu et des ops. absolument, c'est clair. Dernière question sur laquelle je voulais avoir ton avis rapidement, parce qu'on parle beaucoup d'ABM, on en a parlé aussi un peu ensemble, Ouais. d'account-based marketing, sur comment je vais chercher des entreprises avec une logique de contact et de pilotage qui était lié à la data pour faire ça. C'est quoi pour toi en fait une approche vraiment
performante sur l'ABM. Je pense que c'est quelque chose que vous faites. Tu me citais des gros comptes type Google, etc. Ouais. Et l'ABM un peu cosmétique qu'on peut aussi voir parfois passer, notamment sur LinkedIn. Alors la réponse officielle, je ne sais pas si officielle, la réponse que j'aime bien mettre en place, c'est que tu vas chercher on va dire tes 500 ou tes 1000 premiers comptes de ton TAM, sans rêver, sans lunettes roses. Si tu es une startup et que tu veux vendre à Ford ou à Stellantis, je suis pas sûr que ça soit dans ton TAM. C'est pas parce que c'est une belle société que il faut aussi être sain. Donc le TAM, c'est aussi une société où je peux vendre sous moins de 2 ans. Sinon, il faut attendre d'être un peu plus gros, ou tu as des comptes qui n'achèteront jamais, parce qu'il faut d'autres références de grands comptes avant qu'ils n'achètent. Donc, tu prends tes 1000 premières sociétés, tu les sépares alors ça dépend du nombre de commerciaux que tu as, mais tu les sépares globalement en 100 premières, 250, 300 suivantes, et rest of the world. Sur tes 10 premières, tu fais vraiment, enfin sur tes 100 premières, c'est-à-dire 10 commerciaux, tu leur en donnes 10 chacun, tu fais vraiment de l'ABM, c'est-à-dire que tu vas faire un organigramme, tu vas décider non pas de faire des documents du type je change le nom de la personne et plutôt que lui dire bonjour monsieur, je lui dis bonjour Eric. Tu vas vraiment comprendre à quoi la société marche. Tu vas vraiment les inviter, par exemple, si tu sais que tu es dans la constellation AWS, bah, tu vas prendre une petite chambre d'hôtel à côté du salon AWS et tu vas inviter tes 10 comptes sur un sujet spécifique qui le passionne. Tu vas non pas essayer de vendre, mais essayer de comprendre à quoi marche la société, c'est quoi leurs enjeux. Tu vas faire des séquences qui sont certainement pas les séquences traditionnelles du type j'envoie un mail, j'envoie un LinkedIn, le truc qui marche tout seul et qui énerve parce qu'une fois qu'on t'a mis dans une séquence, tu sais pas comment t'en défaire. Donc tu vas vraiment mettre en place des documents personnalisés, c'est-à-dire que ça va pas être la fintech, ça va être pour vous, monsieur Revolut ou monsieur N26 ou je sais pas quoi, j'ai rencontré telle et telle personne et je pense que ça vaudrait la peine de parler de ce sujet. Donc tu vas vraiment faire ça de façon complètement personnalité. Tu fais un plan de compte. Tu dis, bah, globalement, on a compris que le décideur, c'était lui, mais on a compris que lui, c'était son conseiller. Et tu vas emballer la personne dans un papier cadeau dans lequel tu vas te donner 6 mois, 1 an pour réussir à progresser. Tu vas faire ce qu'on appelle un power chart, c'est-à-dire non pas l'organisation, mais les gens qui comptent dans l'organisation, ceux qui ont vraiment de l'influence, et tu vas essayer de comprendre à quoi il marche. Lui, il marche à ça parce que sa femme est VP Sales chez Salesforce. Tu sens que si tu travailles chez HubSpot, ça va être plus difficile. Mais si tu le sais pas, tu vas peut-être te tromper. Donc, tu fais tes 100 premiers, tu fais vraiment quelque chose de personnalisé, tu as un budget qui est non négligeable, parce que tu vas avoir un budget dans lequel tu as beaucoup de relations. Si c'est aux États-Unis, tu vas faire des fire chats, tu vas inviter des gens dans un restaurant et une discussion un peu informelle sur un sujet du type est-ce que les BDR ont encore un avenir dans le contexte de telle et telle chose, ou est-ce qu'il faut les remplacer par des sociétés qui font du boulot de BDR? Je ne sais pas, mais le sujet va les intéresser. Parce que tu veux convaincre le chef des BDR qu'il y a peut-être d'autres solutions en restant à son poste, etc. Après, sur tes 200 sociétés suivantes, ou peut-être 300, tu vas faire la même chose, mais sachant que tu n'as pas assez d'argent et de temps pour le faire, là, tu vas faire des documents un peu verticaux, c'est-à-dire tu vas dire, ben, je vais prendre les 10 meilleures néobanques d'Europe qui sont derrière les 2-3 premières, ou ma première, derrière Revolut, mettons, et eux, tu vas faire des choses un peu personnalisées. Tu vas dériver un document, mais le document va être quand même un petit peu moins... tu vas pas forcément connaître tout le monde. Tu n'as pas non plus le temps de faire des revenus de compte. En ABM, normalement, tu as certains comptes, tu es punaisé au tableau, tu as l'ensemble de ton org chart, tu as des croix, tu as des qu'est-ce qu'on a fait, on en est où. Et vu que les CRM font très très bien ça, tu sais, en CRM, typiquement dans HubSpot, tu vas avoir le tier 1, le tier 2, le tier 3, tu vas avoir tout ce qui est derrière. Et tes séquences, tu regardes, c'est des séquences du type invité au séminaire AWS. C'est pas du tout lui passer un coup de fil. Donc l'autre, il est un peu plus vertical, mais au moins il est personnalisé. Donc c'est de l'ABM. Peut-être que en cours de route, parce que tu vas en perdre un, ou au contraire, tu vas en gagner un, tu vas en faire monter un, tu vois, dans la hiérarchie de ton ABM. Puis après, dans les 5000 qui restent, tu te contentes de faire des verticales. Pas dans les 5000, pardon, dans les 500 qui restent, tu te contentes de faire du vertical. Surf pour les banques, surf pour l'automobile, surf pour le SaaS. Je ne sais pas si dans l'automobile, il y a beaucoup de cas d'école. Et du coup, bah, tu vas avoir tes 3 tiers. Ces 3 tiers-là, tu vas les suivre. Tu vas regarder le nombre de touchpoints que tu as pu avoir. Tu vas jauger l'efficacité de ton équipe marketo-commerciale. Ce qui est génial dans l'ABM, c'est que ça réconcilie les marketeurs avec les vendeurs. Parce que globalement, ils sont obligés de travailler ensemble parce qu'ils se posent la question
comme un Rubik's Cube, si tu veux. Si je te montre un Rubik's Cube non mélangé, si je te le montre, tu vas me dire il est rouge, vert et bleu. Je vais dire bah non, il est blanc, noir et bleu. Le seul où on est d'accord, c'est le bleu, c'est celui du dessus, parce que les autres, on voit pas les mêmes facettes. L'avantage d'un ABM, c'est que tout le monde voit le même Rubik's Cube et on change autour de la table. Donc c'est vraiment très très bien, c'est long, c'est cher, c'est lucratif, ça aide quand même pas mal à focaliser la société. C'est-à-dire quand tu vois les comptes, tu dis c'est vraiment dans mon TAM, je peux vraiment le signer ça. Je rêve pas un petit peu, donc ça c'est assez sain aussi, je trouve. Voilà ma vue sur l'ABM. Et ça pousse à avoir des territoires aussi un peu plus limités pour les commerciaux parce que justement, Exactement. il y a un gros travail d'investigation, d'analyse Exactement. et de contact permanent. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Je finis toujours par trois questions un peu signature que je vais te poser maintenant, mais je pense que tu en as déjà donné quelques-uns, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est un concept, un framework, une réalisation qui a un peu changé ta manière de travailler, que tu vas implémenter dans chacune de tes boîtes, de tes futures boîtes. Je pense que c'est surtout mon framework recrutement. C'est-à-dire les règles de recrutement, les notes, les faits d'arrêter de parler de job description, mais parler de scorecard, c'est-à-dire dire voilà mon jeu de cartes et voici ma règle du jeu. Je pense que vu que c'est les hommes, au sens avec un grand H ou avec un grand F, qui vont réussir, les hommes et les femmes qui vont réussir ensemble, le recrutement étant clé, je pense à un framework de recrutement carré, droit, pour vraiment prendre des décisions et derrière le suivre avec des revues de performance trimestrielles qui soient juste bien faites et pas seulement un entretien annuel, je pense que c'est clé. Ouais, l'importance du people, encore une fois. Ouais. L'erreur ou la pire fausse bonne idée qui t'a coûté le plus cher depuis que tu es... Trop écouter certains conseils, entre autres de personnes qui peuvent avoir des intérêts dans la société et donc dépenser trop vite avant d'être prêt à en avoir les bénéfices. Typiquement, recruter avant d'avoir mon usine. Et ça, dans tous les domaines. Et bien sûr, recruter des personnes au mauvais poste parce que tu as décidé en board qu'il te fallait absolument un CP chef produit, alors que tu es 5 personnes et à 5 personnes, c'est le fondateur ou les 2 fondateurs qui décident de l'endroit où va le produit. On ne sous-traite pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Si tu as eu l'idée, c'est toi qui dois connaître le mieux ton marché. Si tu écoutes le fait de dire tu dois absolument recruter telle et telle personne, il faut comprendre pourquoi on me dit ça. Peut-être qu'il y a des faiblesses. Mais recruter des gens extrêmement chers, c'est la porte ouverte à faire des erreurs énormes. Effectivement, il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais c'est recruter des RevOps aussi. Tu parlais de structuration de l'usine, etc. Je sais pas si c'est des choses que Bien tu sûr. Nous, fais rapidement aussi. On a 3 RevOps pour 10 commerciaux. Parce Ouais. que c'est eux. Je veux dire, ton usine, elle est toujours propre, elle marche, etc. Mais on voit pas. Mais la nuit, il y a des gens qui viennent réparer les robots, il y a des gens qui les mettent en place, il y a des gens qui changent les lignes d'assemblage. Ça, c'est les RevOps, quoi. Pour que le lendemain, les gens qui arrivent, tout marche, la chaîne, elle continue à produire, etc. Le RevOps, il a toujours un métier un peu ingrat et caché. Mais derrière, c'est quand même lui qui fait que les process, ils sont valides. Et donc, c'est devenu clé. C'est un mot qui n'existait pas avant. On disait un peu le patron du CRM, quoi. Mais maintenant, c'est devenu... c'est comme d'ailleurs le marketing. Le marketing est devenu extrêmement matheux. Un marketeur, aujourd'hui, il doit connaître toutes ses rentabilités, tous ses coûts. Il a des tags partout, il a des capteurs partout pour savoir quelle est la rentabilité de ce qu'il en est, quoi. L'époque où on faisait du branding seulement, elle est finie. Le bénéfice indirect, vous verrez plus tard, ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout aujourd'hui. On veut de l'immédiateté, de la structure. Dernière question, du coup, un contenu, livre, documentaire, podcast, qui t'a le Un plus vieux apporté? contenu de mon âge, mais je crois qu'ils ont fait, je crois, ils ont fait un V2. C'est celui qui a écrit Strategic Selling. Maintenant, il y a Strategic Selling, je sais plus, il s'appelle 2 ou Revise, un truc comme ça. Je pense que c'est simple à lire, ça doit faire 100 pages, 200 pages, 150 pages. Et surtout, ça te montre toute la dimension humaine des ventes, mais réelle. C'est-à-dire dire jauge ton interlocuteur, prends ce à quoi... plutôt que de seulement discuter sans but, sans vraiment raison, la façon au feeling, ça permet au contraire de rationaliser la vente en disant en face j'ai un être humain avec ses intérêts, avec ses limites, avec ses avantages, comment je fais pour interagir avec lui et comment prendre vite une décision de dire je peux pas interagir avec lui, je vends un soft concurrent de celui où sa femme est CEO. Faut mieux regarder les vérités en face, ne cherche pas à le convaincre, tout ce que tu vas lui dire il va le raconter à sa femme le soir. Sauf si tu arrives à le faire divorcer avec sa femme. Mais bon, tout de suite, ça, c'est un peu plus complexe comme vente. Donc, hormis cette blague, Strategic Selling t'aide bien à décomposer l'être humain
et en disant la vente, ça peut être, alors la vente complexe, c'est quelque chose qui doit être analysé, mis sur papier, compris. Il est simple à lire. Tous les sales, quand ils l'ont lu, généralement, ils en tirent quelque chose pour un peu voir de façon différente de poser des questions. Je vous conseille à tous de lire ce bouquin, je le ferai également de mon côté. Merci beaucoup Eric pour cette heure presque écart, comme annoncé, de discussion et Benjamin, c'était d'échange. un plaisir. Je suis bavard, mais c'est un plaisir de discuter avec toi. Non, je pense que c'était un plaisir de t'écouter et tout le monde ne pourra pas le dire le contraire. Donc encore une fois, un grand merci Eric et un merci à tous d'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode de Très Deux bonne fin Revenus de et Pause. journée. Salut. Au revoir.